sur Venise entre 1809, 13 et 14. Merci. Merci beaucoup François, merci beaucoup à la Fondation Napoléon pour cette invitation. Je m'excuse à l'avance de mon accent et de mon français, mais bon, ça aura l'avantage de vous faire voyager un peu plus dans les sujets. Pourquoi parler de Venise? Alors Venise, tout le monde connaît la ville de Venise. Pourquoi en parler pendant les sièges? Donc les sièges, les blocus qui ont lieu lors de, on pourrait dire la troisième, ou plus correctement la quatrième et la cinquième campagne d'Italie. Ça veut dire la campagne de 1809, celle qui mènera à Asper-Nersing et Wagram sous les théâtres danubiens, et celle de 1813-14 qui correspond à la deuxième phase de la guerre de 1813, donc après l'entrée dans les conflits de la puissance des Habsbourg, jusqu'à la capitulation du royaume qui arrive quelques jours après l'abdication de Napoléon à Fontainebleau en 1814. Tout d'abord parce que c'est un sujet, j'ai déjà eu l'occasion de traiter du point de vue purement militaire il y a quelques années à un colloque à Besançon, mais aussi parce que Venise, dans les faits, c'est la seule grande ville italienne qui subit un siège, qui vit, on pourrait dire, la guerre directement sous la forme des sièges sur toute la période napoléonienne. Les seuls autres épisodes des combats, des guerres, on les a pas vus, mais c'est en répression d'un soulèvement populaire. Vérone, même chose. Et Naples, lors de la reconquête, on pourrait dire, par les pouvoirs bourboniens en 1799. Il faut savoir que Venise rentre dans les territoires français de l'Empire à partir de 1806, de janvier 1806, suite à la victoire d'Austerlitz à la fin de 1805, et Venise est déclarée la deuxième ville du royaume. Donc tout un série d'institutions sont dédoublées à Venise depuis 1000 ans. La ville de Venise, à cette époque, est une ville qui fait environ 50 000 habitants. 50 000 habitants, ça veut dire les îles. Les îles et un peu les vallées des pêches, les petits bourgades, villages qu'on trouve sur les îlots dans le nord de la lagune. Et c'est quand même conséquent quand vous pensez qu'aujourd'hui, Venise fait environ 50 000 habitants en dehors de la terre ferme, donc sur les îles. Donc c'est 3 fois la population qu'elle a aujourd'hui. Il faut aussi se dire, je vais essayer de suivre un plan chronologique avec ce qu'il y a avant l'épisode napoléonien et après, parce que ça a un impact mémorial sur la population très important. Il faut commencer par se poser la question, est-ce que Venise a connu la guerre? Est-ce que Venise a connu des sièges, des menaces directes? En réalité, très peu. Du point de vue de la légende, de l'histoire la plus lointaine, il y a une première tentative de conquête par les Francs. On parle d'un des fils de Charlemagne qui aurait tenté de débarquer sur les îles de la Lagune, donc on est au 9e siècle après Jésus-Christ. Sinon, la dernière menace que Venise a subie, c'est 1509, c'est la Ligue des Cambrins, après la victoire française dans les territoires occidentaux de ces provinces des terres fermes, c'est les Habsbourg qui arrivent jusqu'à Mestre. Ça veut dire la ville qui a côté terre ferme, qui menace la lagune, mais aucune menace réelle peut être faite par les Habsbourg vers la ville de Venise. Donc, les choses, on pourrait dire, commencent à bouger en 1797. Et si, je vais y arriver dans un instant, mais je vais m'arrêter un instant sur l'image de Venise et de la lagune. Là, vous avez une carte d'aujourd'hui avec les principaux axes routiers. Ça n'a pas vraiment changé. Vous voyez... Est-ce qu'on voit les curseurs? Oui. Vous voyez Venise donc au centre, et ça nous permet aussi de détailler les populations dont je vais parler pendant mon intervention. Les populations de Venise, de la lagune, du territoire de la Marche vénitienne, comme ça s'appelle depuis le Moyen-Âge, on peut les partager en 3 types de populations. On a la population des îles, donc Venise elle-même, où on a toutes les classes sociales, de la plus grande noblesse jusqu'aux journaliers et aux classes pauvres. On a la population des terres fermes, on pourrait dire des bourgades, qu'on retrouve généralement à Mestre, c'est quelques kilomètres à l'intérieur sur la terre ferme, à Chioggia au sud et dans quelques petites bourgades le long du littoral, où on a principalement de la toute petite bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie un peu à Mestre, mais sinon c'est la petite bourgeoisie et du peuple. Et après, on a toute une population, on pourrait dire, à une densité très faible. C'est ce qu'on pourrait appeler un habitat éparpillé aujourd'hui. Désolé, je ne connais pas trop les termes en français. Qui vit
dans la lagune nord, Burano, Torcello, Sant'Angelo, tout ce qu'on appelle les vallées des pêches, tout un système de hautes et basses marées qui fait vivre, notamment du point de vue de l'élevage et la production ithique des poissons, la lagune, qui sont des territoires qui aujourd'hui ont disparu. Et là, on a une population qui aura un rôle en 1813-14 pendant les sièges, qui est une population très pauvre, une population qui vit au jour le jour de le produit de la lagune pour les revendre sur les marchés de Venise ou peut-être sur l'exportation du poisson salé. Donc, quel est l'impact de la révolution, de l'arrivée de la première campagne d'Italie sur Venise du point de vue de la violence dans la ville? C'est une magnifique image qui vous montre les Français qui mitraillent depuis le haut du pont des Rialto les Vénitiens qui se battent pour défendre l'indépendance de Venise. Ces faits n'est jamais arrivé. Il faut les savoir si jamais, comme François, vous partez en vacances à Venise ou dans le territoire de la Vénétie, il y a une magnifique démarche révisionniste d'une ultra-droite conservatrice très particulière au territoire, dans les territoires vénitiens depuis 30-40 ans, qui vise à reconstruire l'histoire de l'occupation napoléonienne dans ces territoires, qui a réécrit l'histoire des Pâques véronaises, ça veut dire du soulèvement de Vérone, en se basant d'ailleurs sur les écrits de Napoléon, qui racontent un peu n'importe quoi sur les sujets quand même pour ses propres avantages, et qui a donc aussi inventé cet épisode. Alors déjà, je vous assure qu'on aurait encore quelques magnifiques éclats sur toute la place Goldoni qui est en bas du pont de Rialto, mais ça n'a jamais arrivé. Baraghi d'hier débarque à Venise en mai 1797, appelé par les gouvernements pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'émeutes, qu'il n'y ait pas de violence. Donc il n'y a pas de violence en dehors de celles qui ont été très bien décrites par mes collègues tout à l'heure, ça veut dire des situations de violence, de non-respect de l'ordre, quelques vols, mais il n'y a pas de violence entre population et troupes, comme on a pu en connaître notamment à Madrid. Arrivons donc aux épisodes qui nous intéressent. Le premier épisode qui concerne Venise est la campagne de 1809. Pour résumer les déroulés, Eugène de Beauharnais qui commande sur les fronts italiens. La campagne démarre les 4 avril, si je ne me trompe pas, 1809, début avril. Les 17 du mois, Eugène s'est fait battre entre les Friules et la Vénétie et il doit retraiter et il va laisser plusieurs places, dont Venise, bloquée derrière les lignes autrichiennes. Retire sous la Digue, donc en direction de Vérone, Venise reste découvert. Qu'est-ce qui se passe? L'avancée des troupes autrichiennes est extrêmement rapide. En réalité, ils ont du mal à suivre l'armée française franco-italienne qui fait retraite. Et donc, il n'y a pas des plans d'occupation du territoire, il n'y a pas des plans de siège, notamment de la place forte de Venise, qui avait commencé à être défendu à ce moment par un fort côté terre ferme. Pourquoi je dis à ce moment? Parce que jusqu'à l'arrivée des Autrichiens en 97 et des Français en 1906, il n'y a pas de système défensif côté terre ferme. La défense de Venise, jusqu'à la chute de la Sérénissime République, s'est faite sur l'eau, par des bateaux, par des batteries sur des îles ou sur des îles flottantes artificielles, mais il n'y a pas de défense côté terre ferme. Ça vous montre aussi un côté de mentalité, on les verra aussi dans un instant dans les vécus de la violence. Par contre, en 1809, les Autrichiens se trouvent face au fort de Marghera, fort qui existe encore aujourd'hui. Ici, vous avez un détail de cette carte qui nous vient des archives du SHD, qui est en plan construction. En réalité, la construction est hâtée pour faire face au combat. Et dans la deuxième moitié d'avril, autour du 23 avril, les Autrichiens arrivent, attaquent les forts, ils sont repoussés, ils la rattaquent une deuxième fois 3 jours plus tard. 2 jours après, ils vont faire retraite, les sorts de la guerre ayant changé, les princes Eugène ayant repris l'offensive. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces premiers épisodes de guerre du point de vue de la population? Ce qui est important et c'est intéressant avec Venise, c'est qu'on se rend compte, et pour moi j'ai vécu 4 ans à Venise en tant qu'étudiant, donc on se rend compte qu'il y a Venise, il y a les Vénitiens et il y a la terre ferme. Encore aujourd'hui, c'est une dichotomie extrêmement importante. Eh bien, c'est que les vécus n'est pas du tout les mêmes. Je vais commencer par les côtés îles, côté vénitien pur. Pourquoi? Parce que c'est très simple, il n'y a pas de vécu.
Les Vénitiens n'ont pratiquement, il n'y a presque aucune correspondance qui cite les sièges de 1809. Ça a duré une semaine, ça a duré 2-3 jours de bombardement sous les forts, qui est donc à quelques kilomètres des îles, sur la terre ferme. Il n'y a pas des ponts à l'époque. Les forts se trouvent jusqu'à côté du pont pour arriver à Venise aujourd'hui. Grosso modo, ça ne les a pas intéressés. Ils savaient qu'il n'y avait pas de menaces directes sous la ville. L'artillerie ne pouvait pas attendre la ville. Les Autrichiens n'avaient pas de marines pour menacer la ville. Ça ne les a vraiment pas concernés. Les seules références qu'on trouve chez les Vénitiens dès l'attaque du siège de 1809, c'est en 1813-14, quand ils disent « Ah bah oui, là, on les entend vachement mieux. Hein. Je me rappelle qu'en 1809, on avait entendu quelque chose, mais ce n'était pas bien important. » C'est assez époustouflant. J'ai fouiné énormément d'archives familiaux à Venise. C'est vraiment très, très surprenant. Qu'est-ce qui se passe du côté de la terre ferme? Alors là, c'est très différent. On a effectivement une mémoire qui est celle, un journal, qui nous est un journal d'un petit bourgeois qui s'appelle Paganel, qui est boutiquier à Mestre. Donc, il y a une boutique, un marchand de petits matériaux liés à la construction, aux petits produits en bois et en métal, et qui va effectivement, à partir de ce moment-là, on est à partir du début avril 1809, ouvrir un journal qui restera ouvert jusqu'au 31 décembre 1813, un journal personnel, et qui va nous détailler tous les événements, à commencer par la retraite des troupes franco-italiennes et l'arrivée des troupes autrichiennes. C'est une prose particulièrement pauvre, hein, particulièrement simple, ça il faut le souligner. Il ne donne pas des descriptions de l'attaque, probablement il n'a pas assisté directement à l'attaque. Pourquoi ? Parce que, je reviens sur un quart du fort, la bâtie, les glacis est extrêmement important autour du fort. Il y a toute une partie qui est couverte d'eau, qui va être inondée pour les défendre. Ça veut dire que les maisons, la population est très très éloignée du fait militaire. Par contre, ce qui va nous décrire, c'est notamment les rapports avec les troupes franco-italiennes avant l'arrivée des Autrichiens et avec les troupes autrichiennes. Et quel est le vécu de la population? Eh bien là, on pourrait dire qu'on est dans les misères de la guerre, alors peut-être un peu moins de celles qu'on a vues dans d'autres situations. Avec les franco-italiens, c'est quoi? Eh bien, c'est tout d'abord les corvées. Hein, énormément des civils sont mandatés, sont appelés pour des corvées, pour élargir les glacis, pour terminer, il s'agit de déplacer, pour essayer de terminer l'effort à temps des énormes volumétries de terre, pour achever les batteries, pour boucher les canaux qui l'entouraient. Et donc, c'est des corvées extrêmement lourdes qui sont poussées. Des fois, les réquisitions sont poussées au point de la baïonnette, hein, parce que bon, on n'a pas trop envie, on se rend compte qu'on aurait autre chose à faire. En plus de ça, il y a quoi? Il y a la destruction. Hein, tout en série, un petit hameau, plusieurs maisons sont détruites, hein, aux alentours du fort pour s'assurer que les glacis soient préparés pour les tirs d'artillerie et ça ne puisse pas donner davantage aux attaquants. Ça, c'est les premiers vécus. Les deuxièmes vécus commencent avec l'arrivée des Autrichiens. Avec l'arrivée des Autrichiens, quel est le problème? Eh bien, c'est que si Napoléon a dit, s'il l'a jamais dit, l'intendant suivra, c'est sûr que les Autrichiens, dans aucun cas, leur intendance aurait pu suivre la vitesse de l'avancée que les corps de l'archiduc Jean a eu à ces moments en avril 1809. Et donc, ça veut dire que la guerre va nourrir la guerre et au-delà des élevages, de la nourriture, des troupeaux présents aux alentours qui vont être acquis, dans ces cas-là, vont être payés par les Autrichiens. Mais on a tout un série de dégradations très importantes. Quoi en particulier? Eh bien, c'est les bois de chauffage. Portes, tables, mobilier, volets. Et après, on passe aux arbres à fruits, hein, donc avec un impact beaucoup plus lourd sur les petits jardins, l'horticulture de cette population. Il y a aussi une connotation assez intéressante, c'est une connotation ethnique. Hein, l'ennemi, c'est l'Autrichien. Les Vénitiens d'aujourd'hui l'ont oublié dans leur haine de Napoléon et des Français, mais l'ennemi atavique de Venise, côté du Turc, c'est l'Habsbourg. Mais il y a une connotation ethnique très forte aussi dans la critique de ces troupes. Pourquoi? Parce que c'est des troupes slaves.
Donc c'est la connotation du croate, pas des Slovènes, on parle des Croates à côté des Dalmates un peu. Et c'est notamment en réalité des contingents plutôt hongrois qui viennent de la partie hongroise de la couronne des troupes impériales et qui sont donc effectivement, on lui donne une connotation entre guillemets moins civilisée dans la lecture du monde que les petits bourgeois qui en est l'auteur peut en faire pendant cet événement. Il y a tout un série d'événements, je ne vais pas y rester longtemps pour respecter les temps. Donc voici un peu quel est le vécu. Il n'y a pas d'acte de violence, il n'y a pas d'imposition, par exemple, il n'y a pas de réquisition d'hommes de la part des Autrichiens, c'est tellement rapide l'avancée et les retraits du front. Il n'y a pas d'administration qui est mise en place. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les cas, les faits, la chance de la campagne qui fait que les Autrichiens occupent ces territoires. Il n'y a pas, on ne s'y attendait pas d'arriver jusque-là, il n'y a pas une structuration de l'occupation. Voici une image du fort, telle que vous pouvez les visiter aujourd'hui si jamais vous en avez l'occasion. La chose change avec l'épisode de 1813-1814. Je vous ai mis une autre carte parce que là, vous voyez l'évolution par rapport à tout à l'heure du Royaume d'Italie. Donc, vous voyez que les royaumes d'Italie s'est élargi. Surtout, il y a l'apparition des provinces illyriennes, donc qui dépendent directement de Paris, mais qui sert encore une fois à éloigner la frontière et donc la possible menace. Et Venise a été en partie fortifiée, donc l'effort a été terminé, l'effort de Marghera a été terminé, et tout un série d'efforts ont été... donc là, c'est la forme finale du fort, sauf les bâtiments internes qui datent de la République italienne au XXe siècle. Mais surtout, là, Venise a été vraiment fortifiée. Alors, il faudrait ignorer cette partie-là côté terre ferme. Côté terre ferme, on a seulement l'effort vraiment sous la côte lagunaire qui date de l'époque, mais on a quand même tout l'effort sur les côtés maritimes. Donc Venise devient vraiment un champ retranché et il laissera tout au long du XIXe siècle jusqu'au début du XXe. Elle constitue, avec l'effort qui sont ajoutés plus au nord, vraiment un camp retranché pour l'armée italienne. Qu'est-ce qui se passe à cette époque? Eh bien, pour résumer la campagne de 1813, suite à des échecs en Slovénie, les princes Eugène doivent faire retraite en octobre, sous Isonzo en octobre 1813. Ils décident de reculer ses lignes parce que la menace anglaise sous l'Adriatique est extrêmement importante. Il y a une menace autrichienne depuis les Tyrols. Ils décident de reculer sur l'Adige et donc d'abandonner Palmanova aux Oppo, qui sont deux forteresses purement militaires au Frioul, mais aussi les champs retranchés de Venise, derrière les lignes ennemies. Les commandements est donné au général des divisions Serra. Et dès octobre, on commence à mettre en état de défense la ville. 2 novembre, on déclare la loi martiale et on déclare l'état des sièges. Et on commence pas seulement à équiper la garnison, mais aussi à équiper les magasins pour nourrir la population. Je tiens à les signaler, on parle d'une population de 140 000 personnes. Donc c'est quand même conséquent, même si on a la porte ouverte sur la lagune, sur l'Adriatique. Mais il faut considérer qu'il y a une escadre majeure de la marine britannique qui fait escale dans l'île de Lissa, sur la côte croate. Donc, il y a une base opérationnelle pas très loin, effectivement, de la lagune. Qu'est-ce qui se passe à ces moments? Eh bien, pour ces événements-là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a cette fois-ci les vécus de deux côtés. Ça veut dire qu'on a les vécus côté terre ferme. Effectivement, Paganello continue son journal jusqu'au 31 décembre 1813, mais on a en source des premières mains côté vénitien. Il y a plusieurs correspondances, il y a plusieurs textes qui sont publiés. Venise est une grande ville de l'édition, donc il y a eu pas mal de publications par la suite. Mais moi, je me suis basé en particulier sur le journal de Mangiarotti, qui est un bourgeois, un grand bourgeois vénitien, pardonnez-moi, et qui a rédigé les journaux du siège de plus de 400 pages et un volume d'annexes dans lesquels il a ajouté tous les édits publiés par les gouvernements militaires. Combien? 5 minutes. Je suis à la bourre. Du gouvernement militaire. Qu'est-ce qu'on peut, si j'ai fait rapidement l'analyse, je commence encore une fois par la terre ferme, cette fois-ci parce que c'est beaucoup plus rapide.
Côté terre ferme, c'est un peu les mêmes vécus qu'en 1809. Effectivement, la violence perçue, c'est quoi? C'est l'occupation militaire et c'est la contribution militaire, qui cette fois-ci, par contre, est structurée. Ça veut dire, là, on parle des réquisitions qui sont censées être payées, mais c'est très peu les cas. Une bonne partie des troupes des sièges, qui sont des troupes autrichiennes, qui sont des troupes de milice de la Landwehr autrichienne, ce qui rassemble la Landwehr autrichienne, qui sont logés chez l'habitant. Et on se rend compte que là, il y a un réel effort d'organisation. Pourquoi? Parce que les Autrichiens ont une idée très claire, on est arrivé pour rester. Cette fois-ci, on est arrivé pour rester. On commence à structurer les services des jeunes, on commence à faire des appels à l'engagement, des appels à la désertion des soldats italiens dans la garnison de Venise. Et à partir, on commence à réranger les archives. Et à partir du 1er février 1814, on commence à faire payer les impôts. Sachant que les sièges vont durer jusqu'à la mi-avril, hein, la fin avril, donc ils ont le temps. Qu'est-ce qui se passe du côté de la ville? La ville, en réalité, est assez bien équipée. Même si la population est très importante, on a environ 8 000 hommes de garnison, ce qui n'est pas du tout assez. Ils avaient calculé 15 000 hommes comme nécessaire pour la défense de la ville. Mais du point de vue de la vie, il n'y a pas de problème de sécurité, il n'y a pas de problème d'alimentation, au moins au début. Pourquoi? Parce qu'on peut se reposer sur les magasins des préparations du siège, mais surtout sur l'arsenal de la marine, et donc sur les magasins de la marine présents à Venise. Il y a bien évidemment progressivement une raréfaction des denrées, il y a une augmentation des prix, il y a des tableaux de modération des prix qui sont publiés, et effectivement, ce qui va venir à manquer très rapidement, c'est quoi? C'est la viande. C'est la viande, c'est la farine, les poissons restent assez répandus, mais il y a tout un série de remontées des prix, donc apparemment les chats qui se vendent à 34 sous la livre au moment les plus durs du siège. Pourquoi on ne souffre pas réellement la faim? Parce qu'en réalité, la frontière de ce que j'appelle les vallées des pêches, donc ces côtés-là de la lagune nord, est extrêmement perméable. Les Autrichiens essayent de faire un blocus, ils n'arrivent pas réellement. La nuit, dans les brouillards, dans la neige, tout ça, on arrive à faire passer des troupeaux entiers, des bœufs, des fois, des vaches laitières, même des fois quelques vaches laitières. Donc on arrive à alimenter la ville. Les blocus aussi anglais est très mauvais du côté de l'Adriatique. Quel est le grand souci pour Venise? C'est tout d'abord la mendicité. Pourquoi la mendicité? La mendicité, ça a toujours existé. Il y a énormément d'institutions caritatives à Venise, de toute son histoire. Mais c'est quel effet les blocus qui bloquent tous les échanges avec la terre ferme, bloquent à Venise énormément des travailleurs journaliers ou qui allaient à Venise pour 2-3 jours de travail. Ça veut dire qu'on se retrouve avec une population estimée d'environ 10 000 personnes de plus qui n'ont ni des domiciles, ni des travails, ni des logements sur Venise. Pourquoi? Parce qu'ils étaient censés venir travailler, rentrer, et ils se trouvent bloqués à Venise. Et cette poussée de mendicité va impacter quoi? Va impacter 2 facteurs majeurs. Les hôpitaux, ça veut dire notamment avec l'effroi, les maladies et donc la mortalité, mais surtout l'esprit public. Effectivement, les Vénitiens de pure souche prennent peur de cette mendicité qui a explosé à cause du siège, et c'est ça qui va les pousser notamment à critiquer les gouvernements. 4 minutes. 3. Donc, il y a effectivement une dégradation extrêmement importante de l'esprit public. Malgré tout ça, en réalité, il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas d'opposition au gouvernement militaire. Le gouvernement militaire va être aussi questionné par les Autrichiens. On lui propose des pots de vin au général Serra pour rendre la place, qu'il va refuser. En réalité, jusqu'à avril, la garnison tient, la population tient, malgré des attaques répétées. Par contre, il faut le dire, les moments de la fin du siège, c'est un moment de libération. Et c'est un moment de libération qui va notamment faire la mauvaise part à qui? Eh bien, au régime napoléonien et à la mémoire du régime napoléonien. Pourquoi? Parce qu'on va faire fusionner la fin du siège, donc la fin de la souffrance, de la faim, du taux de mortalité augmenté pour les classes faibles, les classes d'âge faibles dans les hôpitaux, à la fin du régime impérial et du royaume d'Italie. Si on n'a pas beaucoup d'évaluation du siège dans les mémoires, et je vais conclure par là, ce qui est intéressant, c'est que les sièges de 1813-14 reviennent énormément dans l'esprit, dans les souvenirs des Vénitiens, en 1848-49.
48-49, Venise se soulève, elle proclame aux Républiques qu'il va vivre 17 mois avant d'être bombardée et reconquise par les Autrichiens. Et en 48-49, vous le voyez dans ces images, pour la première fois, la chute du fort de Marghera, qui sera bombardé et pris par les Autrichiens, et les développements de l'artillerie permettront de bombarder la ville. La ville est bombardée pour la première fois, elle sera à nouveau en 15-18, en 44. Mais on retrouve que quand les anciens, les adultes qui ont vécu 48-49 parlent de cet épisode, eh bien, ils se rappellent du siège de 13-14. Dernier juste élément, je sors totalement du sujet, mais les bombardements de Venise de 48-49 est aujourd'hui connu comme la première utilisation du drone aérien par les bombardements par ballon sans pilote.